Bonsoir à vous, bienvenue dans mon vidéo club visiblement. Aujourd'hui on va parler de DVD et de cassettes, de format physique en général. J'avais envie de vous parler de ça, de vous parler un peu de films, mais aussi d'une passion que j'ai, c'est le format physique en lui-même. J'aime beaucoup le format physique, et dites-moi si ça vous dirait d'avoir un épisode 2 avec les CD et les vinyles par exemple. J'ai fait une petite sélection de choses dont je veux vous parler, des VHS, des films que j'aime bien, même des trucs que j'ai pas vus. Je sais pas par quoi commencer. Je pense qu'on va partir là-dessus. Voilà. C'est juste pour de quoi vous donner des anecdotes. J'ai envie de vous donner des anecdotes sur plein de trucs. C'est les DVD que vous avez pu voir dans mon décor des fois, dans des vidéos. C'est une partie de ma collection, je les ai pas tous là, mais ça peut être l'occasion du coup de faire un épisode 2, une fois que j'aurai vu plus de DVD, que j'en aurai trouvé d'autres et que j'aurai vu d'autres films. Alors, commençons par mon tout premier DVD. On va commencer par le DVD de Cars. Hé, Flash, t'es prêt? Oh oui, Flash est prêt. 2006, c'est mon Pixar, mon Disney préféré. Je vais pas trop vous en parler par rapport au film parce que beaucoup ont vu le film, il y a des vidéos qui en parlent super bien. Pas vraiment donner une critique de Cars, il est super ce film, il a une excellente morale, il est beau et bah d'ailleurs, petite parenthèse, je suis allé voir Les Indestructibles au cinéma, c'est sorti 2 ans avant Cars et je me suis dit putain ça a quand même pris un coup de vieux. Est-ce que dans 2 ans je vais trouver que ce film a pris un coup de vieux ? Parce que je l'ai vu il y a pas si longtemps et je le trouvais toujours aussi beau. Mais là n'est pas tant le sujet, je vais pas vous parler du film, je vais vous parler des bonus, parce que pour moi les bonus ne vont pas sans le film, et le film ne va pas sans les bonus. Dans les bonus du DVD, il y avait Martin et la lumière fantôme. La lumière fantôme! Qui est mon premier film d'horreur, logiquement, et je pense que je suis pas le seul. Le deuxième étant Monster House, c'est un superbe film. Mais Martin et la lumière fantôme, c'est excellent parce que ça permet d'augmenter le lore de Cars. Il y a plein de choses autour de Cars, notamment la théorie de l'Holocauste. Le seul problème qu'il y a vraiment à ce court-métrage, c'est que en VF, ce ne sont pas les mêmes voix dans le film et dans le court-métrage, mais ça c'est pas si grave parce que il reste très bon dans ce qu'il raconte, dans le fait que les enfants aussi peuvent le voir. C'est un film d'horreur, mais en même temps, il fait pas peur, il émoustille plus. Et ça je trouve que c'est super et c'est bien réalisé. Contrairement à l'autre, L'Homme Orchestre. Quel traumatisme, je pense que je suis pas le seul non plus. L'Homme Orchestre était un petit court-métrage d'animation qu'il y avait en plus qui m'a fait peur. Je pense que c'est à cause du bruit qui vient entourer la petite fille qu'on suit dans le film. Je suis obligé de le mettre avec Cars parce que quand je matais Cars, je matais aussi les bonus, ça allait avec. Je conseille les 3, je conseille Cars, Martin et la lumière fantôme et L'Homme Orchestre, et ça me permet de faire une excellente transition parce que, hop, derrière le Cars 1, il y a... J'aurais dû le mettre dans l'autre sens. Bon, tant pis. Toujours plus. 2 DVD de Cars 2. C'est pas n'importe quoi. C'est ce qui m'a fait donner à avoir une idée. Un film Cars 1, 2 Cars 2. Évidemment que je veux 3 Cars 3. Je l'ai demandé à ma maman pour mon anniversaire. J'en ai 2. J'ai 2 Cars 3 pour l'instant. Il m'en manque un et j'aurais terminé ça. Et évidemment que s'il y a un Cars 4, je commanderai 4 DVD Cars 4. Sans aucune raison. Voilà. Cars 2, un film qui est peut-être meilleur que Cars 1 en objectivité, que j'aurais du mal quand même à mettre premier, étant donné que Cars 1 est mythique, il y a des scènes de ouf, notamment la scène des tuners. Et dans Cars 2, toutes les scènes sont excellentes aussi. Souvent boudées parce que c'est bizarre de passer à un truc d'espionnage, mais en même temps, why not, et c'est super. Ça utilise une autre identité de film que Cars avait déjà emprunté. Tout est magnifique, c'est le Cars où il y a le plus de courses, je pense, plus que dans le 1 et plus que dans le 3. La scène à Tokyo, toute la séquence à Tokyo est superbe. Et voilà, je conseille Cars 2 parce que la morale en plus sur les meilleurs amis, sur être soi-même,
est vraiment superbe. Il y a des bonus aussi, il y a Air Martin et Toy Story Toon qui sont très bien aussi et qui font moins peur. Je vais vous parler de Terreur Cannibale. Terreur cannibale. Je ne l'ai pas encore vu, mais je l'ai pris pour une très bonne raison. Déjà parce qu'il est à 1€, et aussi parce que le film a été réalisé par un réalisateur de films de boules. C'est un film d'horreur et un film de boules. Non, c'est peut-être pas un film de boules, mais c'est un film en tout cas qui a été réalisé par quelqu'un qui a l'habitude de montrer des corps, et des corps... Bon, c'est l'industrie du porno, hein. C'est montré comme de la viande. Donc je trouve ça assez cohérent, assez sarcastique, limite. Cocasse, c'est cocasse. Je dirais plutôt cocasse. Donc je suis curieux de voir le film parce qu'il est vachement dégueu, hein. La première et la quatrième de couverture sont assez rudes, assez crues. Je pense que c'est pas un très bon film, mais je suis curieux de voir comment un réal de fesses a pu rendre ça bien. Essayer de rendre ça bien. Ça appartenait à Kaki. La personne s'appelait Kaki. Ah non, Cake. C-A-K-E. Pourquoi la... C'est nul comme prénom, Cake. Autre DVD qui cette fois n'est pas un film, et je trouve ça aussi intéressant, c'est que sur un DVD c'est pas obligatoirement un film. Ici on se retrouve avec une suite de petits documentaires, je pourrais dire. C'est un gars qui a filmé son voyage au Japon et a appelé ça Tokyo Street. Il filme les différents quartiers de Tokyo. On y apprend plusieurs choses, des cultures qu'il y a à Shibuya, à Harajuku. Et c'est assez intéressant parce que tu vois pour de vrai quoi, c'est vraiment une suite de comment ça se passe là-bas, sans mise en scène, tout ça. À la base je l'avais pris parce que je trouvais la double page là très jolie. Je pensais que c'était des vidéos de japonais qui étaient filmés pour leur style vestimentaire, parce que les japonais s'habillent super bien. C'est différent d'un film, c'est plus une suite de tout petits documentaires, de petits vlogs. Je vais vous parler de Interstellar 5555. Un film que sûrement vous devez connaître parce que c'est le film des Daft Punk et Leiji Matsumoto, le papa de Albator, et qui ont réalisé ici un film qui m'a surpris. J'ai pu le voir au cinéma. Pour ceux qui ont déjà vu le film, vous vous doutez que c'est un peu cool quand même d'avoir pu le voir au cinéma. C'est un film qui est entièrement musical, sans dialogue, et ça c'est ultra intéressant parce que tu profites d'un album d'une autre manière que quand tu l'écoutes sans le film. Tu peux imaginer tel son, tu l'imagineras entièrement triste, mais en regardant le film, tu peux te dire que en fait, j'avais pas capté, mais il y a une pointe d'espoir quand même. Les images jouent beaucoup, le placement des musiques dans le son, comment avance l'histoire, c'est assez intéressant. Je sais pas si c'est fait exprès en vrai par les Daft Punk, mais c'est une très bonne idée parce que ça permet d'avoir une nouvelle lecture de l'album qui est très efficace, qui marche pour un film qui est joli en plus. Alors, la ressortie au cinéma était un peu dégueu. Le plus important, c'est quand même que j'ai pu écouter l'album en Dolby Surround. Je voulais aussi parler du petit livret. Ça, j'en suis fou. J'en suis complètement dingue des petits livrets. Et j'en ferai une petite critique à la fin de la vidéo parce que c'est important. Voilà, donc ça, c'est le livret. Je trouve ça super beau comme affiche. Assez unique en vrai. Et on peut profiter de jolis dessins comme celui-là, qui est tout bonnement... On dirait un fond d'écran, quoi. C'est trop beau. Et il y a plein d'autres petits contenus, la réalisation du film, des petites anecdotes, la tracklist, tout ça, et un dessin des Daft Punk par Leiji Matsumoto. Je trouve ça super, j'adore les livrets. C'est pas le meilleur livret non plus, même s'il y a une très jolie image dedans. On verra plus tard, il y a beaucoup de livrets que j'adore. Le simple fait qu'il y ait un livret, moi ça me comble déjà un peu plus. Étant donné qu'il y en a de moins en moins, mais calmez-vous, j'ai dit que j'y reviendrai plus tard. Ici, Vermine, film de genre et d'horreur français par Sébastien Vanissek. Intéressant comme jaja, étant donné qu'on y voit un film d'horreur français, ce qui est assez rare, et aussi placé dans un contexte très urbain, c'est rap quoi. Oh, mais le blanc, le blanc. Malheureusement il y a un acteur qui est pas
pas recommandable là-dedans. Mais sinon, Théo Christine est excellent dedans. On a pu le voir dans Oli dernièrement. Et même, enfin, dans Oli, je trouve qu'il joue mieux. Mais déjà, là-dedans, les personnages sont super. Et la bande-son, du coup, comme je le disais, où il y a beaucoup de sons de rap dedans. Il y a du Laylo en intro. À un moment, il y a du Benjamin Epps. Je me souviens d'un son d'Osiris Jack. Mais qui arrive à un moment et qui marche super bien. C'est percutant de ouf. On se fait rare comme des Black Manta, mental Black Mamba. NRM Neo Rap Tanta, OV, j'crame tant de gaz. Si j'pull up dans le game, il tangue. Ça sèche tes pieds comme Terry John. Faut qu'on balise tout le pays donne. 6-7, nombre d'or, négro comme Payboy. Faut les mêmes sous que tous ces niqués à Bretton Wood. J'roule un putain de wood, faut que j'tombe sur un putain de loup. Je crois qu'il y a une actrice, elle était dans Plus belle la vie à une époque. Mais ça c'est autre chose, mais ça m'intrigue en vrai. Faut aller voir ce genre de film au cinéma. Dernièrement, il y avait Alpha de Julia Ducournau. Ici, j'ai Grave et Titane, qui sont des films que j'adore, qui font partie de mes films préférés. Il faut soutenir ce cinéma, aller au cinéma pour voir ce genre de choses, comme ça on aura moins de comédies de merde là. J'en peux plus. J'étais au cinéma hier pour Les Indestructibles, du coup c'est lourd en fait. Quand tu marches dans l'allée du cinéma, c'est lourd de voir les affiches. On va continuer sur du cinéma français. J'ai envie de vous parler de La Reine Margot. Henri de Bourbon, roi de Navarre, acceptes-tu de prendre pour épouse Marguerite de Valois? J'accepte. Marguerite de Valois, acceptes-tu pour époux Henri de Bourbon, roi de Navarre? J'adore La Reine Margot. Je suis sorti de la salle en me disant, je pense que je l'ai aimé, mais je pense que je l'aime encore plus que ce que je pense. Je suis poète finalement. C'est un film français qui se passe en 1500, parlant du couronnement de la Reine Margot, adaptation du roman de Alexandre Dumas. C'est intéressant, déjà, le simple fait que ça soit une adaptation du roman et pas de la vraie histoire. Je vous en parle un peu plus tard. Parce que premièrement, je veux souligner la folie qu'est le jeu d'Isabelle Adjani. Je suis tombé amoureux, littéralement, vraiment amoureux de son jeu, de son regard qui veut tout dire. Elle n'a pas besoin de mots forcément. Tout passe dans les regards, un regard de je suis obligé de subir ça et je peux pas faire autrement. Et en fait c'est déchirant parce qu'elle n'a pas le choix de vivre ce qu'elle vit et du coup elle le vit et ça se voit qu'elle déteste. Il y a plein de trucs qui sont super dans le film. On peut souvent le comparer à Barry Lyndon parce qu'il peut parler de sujets similaires, par contre il les traite pas du tout de la même manière. D'un côté on a un Barry Lyndon qui parle de petits sujets, dans l'idée que c'est un mec qui veut juste être aristocrate mais il prend pas la place d'un grand roi connu, c'est juste il veut être chéri quoi. Alors que là ça parle de la France entière, de guerre de religion. Contrairement à Barry Lyndon qui fait de petites histoires entre guillemets de famille, on peut dire ça, en fait quelque chose d'énorme, quelque chose de grandiose. Si on a plutôt quelque chose d'intimiste qui pourtant parle de renversement du pouvoir, guerre de religion, tout ça, et va en faire quelque chose on va essayer de le garder dans les murs du château. Je trouve que c'est un peu ça. Il est super fort. Il y a plein de trucs excellents, les tenues de la Reine Margot et le fait que, comme je vous ai dit, c'est une adaptation du roman d'Alexandre Dumas et pas de la vraie histoire. Le réalisateur, Chéreau, était totalement conscient du fait que le roman de Dumas ne disait pas la vérité, ce n'est pas la vraie histoire de la Reine Margot. Si vous allez le voir au cinéma, ne vous dites pas que vous allez apprendre de l'histoire. C'est plus de montrer une fiction qui a été rédigée par le peuple français qui détestait la Reine Margot après son sacre. L'idée de ce qu'elle incarnait entre essayer de faire en sorte que les orthodoxes et les chrétiens puissent vivre dans le même monde, dans la paix et l'amour, mais ça reste une religion donc c'est quand même compliqué. Les Français la détestaient et en ont dépeint un portrait qui n'était pas du tout ce qu'elle était. C'était quelqu'un d'intelligente, une femme de lettres qui essayait de faire beaucoup, mais qui a été dépeinte comme une monstre incestueuse, assoiffée de pouvoir. Et ce film fait exprès d'en parler comme ça, mais en même temps de montrer la fragilité de ce qu'est la Reine Margot aussi, et ça c'est cool. Et c'est aussi, Chéreau le disait, c'est l'idée de romancer une histoire vraie pour en faire quelque chose de contraire et quelque chose qui du coup peut être dépeint à notre époque et du coup marche un peu comme, vous voyez, on peut dire un peu n'importe quoi et en faire n'importe quoi d'un personnage malgré que ça soit pas sa vie réelle, et ça je trouve ça cool. Le film est beau, le film est ultra puissant et depuis que je suis allé le voir, je pense que je m'écoute tous les jours Lullaby.
On reparlera de cinéma français, on va repartir dans le monde anglo-saxon en parlant de Virgin Suicide. What are you doing here, honey? You're not even old enough to know how bad life gets. Obviously, Doctor, you've never been a 13-year-old girl. Et en faisant une petite transition, étant donné que Virgin Suicide, je pensais que c'était réalisé par Asia Argento, qui est d'ailleurs dans La Reine Margot, mais en fait pas du tout. C'est par Sofia Coppola, qui a aussi fait Lost in Translation, qui est la fille de Francis Ford Coppola. En tête, je croyais que c'était Asia Argento, fille de Dario Argento, aussi, qui a fait Suspiria. Et j'ai appris que Asia Argento était cancel, parce qu'en fait dans le livre de Jérémie que je pensais avoir été fait par Sofia Coppola a touché l'enfant qui joue dans le livre de Jérémie que j'avais vu il y a longtemps. Il y a Marilyn Manson aussi, donc comme quoi les grands esprits se rencontrent. Mais très bon film avec une imagerie percutante, mais surtout un montage percutant. Je trouve qu'il est super bien monté ce film. Et petite inspiration. Le titre est fou, hein. Virgin Suicide, c'est trop chaud. Il y a cette utilisation du blanc, de l'immaculé, un peu de ce côté pur qui est trop bien détourné. Et ça, je trouve ça super. Donc voilà, Sofia Coppola, normalement, si je me trompe pas, elle est clean, mais Asia Argento ne l'est pas. On va parler de ce film. Voici Devilman. Je suis fan de Devilman Crybaby, l'adaptation du manga et l'animé Devilman par Netflix. Étonnamment, une bonne adaptation, une très bonne adaptation même. Je vais rien dire, allez la voir. Matez-vous d'une traite. Vous commencez à midi et après vous passez toute votre soirée à pleurer. C'est un bon programme. Donc je suis fan de Devilman Crybaby. J'aimerais en savoir plus sur le monde qui est Devilman, ce que c'est, ce qu'il a été avant, les adaptations, les films, les animés, etc. Un de mes premiers pas là-dedans, c'est d'avoir ce film qui a l'air affreux en termes de CGI et Devilman mais en live action avec des vrais acteurs. En fait, j'ai hâte de voir comment ils ont fait rentrer l'univers de Devilman en 2 heures de film. Je l'ai pris parce qu'il a pas l'air dingue, mais c'était l'occasion pour moi de vous parler de Devilman Crybaby, qui est superbe, qui a une animation, une réalisation qui sert à la narration, et ça je trouve ça super. Je vous conseille surtout d'aller voir Devilman Crybaby plus que d'aller voir Devilman, le film. On va partir dans le britannique et vous parler de The Rocky Horror Picture Show. You've seen all kinds of movies, but you've never seen anything like the Rocky Horror Picture Show. Let's do the time warp again. Let's do the time warp again. The Rocky Horror Picture Show. The Rocky Horror Picture Show, qui est trop bien. Un petit ovni pour l'instant dans ma culture cinématographique. Je n'ai pas vu de film qui peut y ressembler. Après, c'est vrai que je ne suis pas forcément fan de tout ce qui est comédie musicale. Donc dès qu'il y a un peu de chansons, pour moi ça tombe un peu à l'eau. Et là, j'ai trouvé ça excellent. Ça détourne des codes. Ça parle de culture queer. Ça parle aussi de culture un peu plus. C'est mon pays. C'est mon saucisson, c'est mon pinard. Un peu arriéré. Et avec le personnage de Tim Curry qui est trop bon. Il est trop bon. Un personnage qui est unique, et tous les personnages sont uniques en vrai. C'est une proposition que vous ne verrez pas autre part. Je vous conseille fortement The Rocky Horror Picture Show, qui est dans l'histoire et visuellement quelque chose de vachement unique. Les musiques sont superbes en plus. On va partir sur Le sens de la vie des Monty Python. Why are we here? What's life all about? Is God really real? Or is there some doubt? Well, tonight we're going to sort it all out. For tonight, it's the meaning of life. Superbe affiche, une superbe édition toute propre, qui pour moi est mon deuxième Monty Python. Je n'avais pas vu autre chose que Sacré Graal, à part en solo Terry Gilliam dans Las Vegas Parano. Il fait un superbe film. Je pense que c'est mon préféré des deux que j'ai vus. Sacré Graal est très bon, mais Le sens de la vie je le trouve encore plus inventif, avec cette idée de
de films un peu à sketch, à plusieurs séquences, qui chacune veulent dire quelque chose, mais avec plein d'idées. C'est assez surréaliste dans certains moments. Et c'est surtout un film qui te met une claque en te disant, nous, on a créé l'humour que t'aimes. C'est des gens qui ont créé l'humour qui a influencé des gens, qui ont influencé des gens qui me font rire maintenant. Donc c'est une édition avec 2 DVD, avec une petite fenêtre comme ça, avec des bonus. Il y a des idées de partout. C'est drôle, et c'est un peu comme un Kubrick où quand tu regardes, tu te dis oh, mais ça vient de là en fait. Tu sais, Kubrick, tu te dis c'est pour ça que tout le monde utilise cette musique. Et t'apprends en fait, à avoir un autre humour, un humour britannique. En tout cas, il y a plein de bonus, ça c'est intéressant, c'est qu'il y a plein de bonus dans le 2e DVD. Le sens de réaliser, c'est le making of, conseil éducatif pour vous préparer à la vie dans le monde réel, un film de John Cleese, une nouvelle bande-annonce pour la version du film de John Cleese, restaurer un chef-d'œuvre, comment redonner vie à un autre master, chansons et danse, un supplément sur 2 scènes musicales du film, chansons non chantées, version alternative des chansons originales, matériel promotionnel pour vendre le sens de la vie, réunion virtuelle, les pitons à nouveau réunis virtuellement, ce qu'en pensent les poissons, explorer l'esprit d'un poisson, les scènes supprimées et supplément DVD-ROM, le scénario, les scènes perdues, les partitions des chansons et les recettes pour gros. Parce que la scène de l'obèse est trop marrante, MDR, il est gros. Il est gros. J'aime beaucoup les DVD qui ont 2 DVD parce que la place pour les bonus est énorme. Et les bonus, pour moi, ça permet de faire vivre un film aussi, de pouvoir continuer, même sans le regarder, à comprendre de nouvelles choses. Comprendre, par exemple, en regardant un making-of, en regardant un documentaire ou une interview des acteurs. Moi, je trouve ça super. L'autre jour, j'ai regardé Brain Scan qui est dispo sur YouTube. The witness has to die. Edward Furlong, Frank Langella, and introducing T. Ryder Smith as the trickster. Brain Scan. Et aussi une scène coupée, j'ignorais être dans le film. Je suis trop content d'avoir vu la scène coupée alors qu'elle est nulle. Elle est trop nulle la scène coupée. Après, Brain Scan n'est pas excellent non plus, mais j'ai bien aimé en vrai le visionner. Le simple fait que je puisse voir qu'ils ont fait une scène mais qu'ils l'ont pas gardée, ça super parce que tu comprends un peu plus la mentalité du film. On a tourné ça mais on l'a pas gardé quoi. On trouvait que c'était pas assez cohérent, que ça faisait peut-être trop. Je vais vous parler, pour changer, d'une série, un dessin animé que j'adore qui s'appelle Aeon Flux. This is line 3 bound for 6397. Last call for 7072 passengers. Last call for 7072. Line 3 to 6397. Line 3 to 6397. Thank you. Ici, on a les 3 saisons d'Aeon Flux en 3 DVD. Série de Peter Chung pour Liquid Television, programme sur MTV, qui se veillait un peu plus mature dans ce qu'il proposait, avec des séries un peu décalées, je vais te mettre là, racontant Aeon Flux, une sorte d'agent secret mercenaire qui est trop forte, qui est drôle. Dans la série, elle est dépeinte comme femme fatale, sexy, qui a sa part de fragilité quand même en elle. Elle est amoureuse, mais elle s'est fait te briser le cœur. Je trouve que c'est super bien réalisé, surtout l'animation. T'as envie de t'arrêter sur chaque frame pour pouvoir redessiner l'image que t'as devant toi et comprendre comment sont faits les corps. C'est aussi très impressionnant. Et là je suis content parce qu'il y a plein de bonus. C'est une série qui a grave évolué entre le premier pilote, première saison, deuxième et les derniers épisodes, en restant totalement cohérent dans un univers qui est unique. Vous ne verrez jamais un univers semblable à celui-là. J'en mets mes 2 mains à couper et ça m'emmerderait parce que je pourrais plus tenir le micro. Je vous conseille énormément Aeon Flux, plus que le film qui a été fait. Il a vraiment pas l'air top, je l'ai pas vu mais parce que j'ai pas envie de le voir. Irréversible de Gaspard Noé, j'aime beaucoup ce film, j'aime beaucoup les films de Gaspard Noé. Hunter the Void, c'est excellent. Irréversible m'a mis trop un coup dans la gueule. Dans une version un peu spéciale car premièrement c'est un Blu-ray, c'est mon premier Blu-ray. Et en plus, il y a 2 versions dedans. Il y a la version
irréversible et réversible. C'est irréversible monté dans un autre sens. Dans la même semaine, j'avais vu en fait Grave. Je crois le lendemain, j'ai vu Irréversible. Mon pote Valentin est venu chez moi le week-end qui suivait. Et j'ai dit mec, j'ai vu un film de dingue, viens on regarde. On a maté Grave, il a adoré. Puis je lui ai dit bah attends si tu veux on regarde un autre film. Et après une scène importante du film, il était pas bien, il était tout blanc, il avait la casquette devant la bouche parce qu'il avait peur de vomir. C'est pas pour n'importe qui, c'est vraiment un film qui te met un coup de poing dans le ventre et qui te regarde baver. Mais le film ne tient pas que à ça, c'est un film de vengeance et surtout un film dont le montage compte beaucoup et la mise en scène aussi. Je trouve que beaucoup le réduisent à une seule scène alors qu'il y a tout le film autour qui fait que cette scène est importante justement. La version remontée aussi, je l'ai pas encore regardée parce que j'ai peur qu'elle me détruise entièrement psychologiquement. Millennium Actress dans mon premier steelbook. Millennium Actress de Satoshi Kon qui a fait plein de films, des classicos. Ici, Millennium Actress avec 2 DVD, je suis content. Dans une très belle version en steelbook, et ce qui me permet de faire la transition avec le fait que, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup l'objet du DVD, et j'aime beaucoup l'idée du steelbook. Là, une version métallique, propre, super clean et résistante, ça me plaît. J'aime les éditions un peu spéciales, comme on a déjà pu le voir avec par exemple Irréversible, avec une version remontée, avec les Monty Python. Et là, on rentre dans le dur du dur, et je vais vous présenter des éditions que j'adore. Vous allez comprendre pourquoi j'aime autant ça. Voici Fight Club. Gentlemen, welcome to Fight Club. De David Fincher qui a fait aussi Seven, qui a fait aussi The Social Network. C'est les 3 Fincher que j'ai vus. Pour l'instant, Fight Club reste mon préféré, ensuite The Social Network et après Seven. Mais ce n'est pas tant la question, je vous donne juste un avis. Anecdote, je l'ai autre part, ici je crois, mais sans l'étui, et ça me faisait chier de pas l'avoir, cet étui qui est ici, et du coup je l'ai racheté. Comme vous pouvez le voir, du coup un étui qui rappelle un colis qu'on pourrait recevoir, une boîte par exemple, qu'on recevrait d'un livreur au milieu de champs. Je dis ça comme ça. Une superbe édition avec une cohérence dans les visuels barres. Voici la première image. Une identité visuelle unique avec beaucoup de vert et de rose, c'est les couleurs du film. Et quand on ouvre, 2 DVD et un étui où dedans est rangé un livret, ça me touche. Des visuels de partout, les DVD ont un visuel, derrière les DVD il y en a. Ici, il y en a aussi avec Tyler Durden et le narrateur. C'est juste trop fort, et en plus de ça, on a un livret qui nous explique, et qui m'excite, mais qui nous explique plein de choses. Le chapitrage, des anecdotes, personnes qui ont participé au film, par exemple Chuck Palahniuk ou Laura Ziskin, qui est présidente de la production Fox, et cette double page qui devrait être affichée à mon mur tellement elle est belle. C'est le genre d'édition que j'adore parce qu'elle va vraiment dans le fond du film. On a plein de choses dans les bonus, on a plein de choses en plus à l'extérieur. Dans les bonus, il y a les coulisses de tournage en 17 séquences avec commentaires audio et multilangues, scènes coupées, clips vidéo, storyboard, spot télé, biographie de l'équipe du film, interview d'Edward Norton, plus de 150 photos de tournage, des décors et d'illustrations. Ça me fait plaisir. En fait, c'est fait par des passionnés. Ça me passionne, des gens passionnés. Maintenant, je vais vous parler du Graal. Oh là là, qu'est-ce que j'aime cette édition. Je n'ai toujours pas vu le film, mais Le fantôme de l'opéra. Cette idée que ici en fait on a une fenêtre avec ce que tu veux. Par exemple, tu peux mettre le livret devant. Il y a le DVD aussi. Chaque face peut être mise dans cette fenêtre de l'étui. Alors, premièrement, je vais vous parler
du livret. Dans le livret, il y a plein de choses. Il y a des images, il y a des notes de production, l'histoire, les hôtels de l'opéra, ça parle du fantôme, de Christine, de Raoul, de Madame Giry. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses ultra intéressantes et il est d'une extrême qualité. Celui de Fight Club, c'est plus un petit fanzine. Là, on a vraiment une qualité magazine sur papier glacé. Et je trouve ça super fort d'avoir fait quelque chose comme ça. Ça va en fait avec ce que j'imagine maintenant du Fantôme de l'Opéra. Ça marque, c'est que pour moi, c'est la continuité de la direction artistique du film, mais à l'état physique. Dans l'étui, il y a aussi une image, mais on peut mettre à la place celle-là ou celle-là, qui est complètement folle, et dedans il y a 2 DVD évidemment avec le film et les bonus, c'est une folie tout ce qu'il y a. Je pense qu'il y a tout un intérêt à mater les bonus par la suite. Il y a Derrière le masque, la création de la comédie musicale à l'adaptation cinéma d'1h07. Déjà, il y a 1h07 en bonus. Mais en plus, il y a 46 minutes avec le making-of, 1h12 avec les coulisses de production, l'opéra d'Andrew Lloyd Webber, qui est 18 minutes en plus de l'analyse de l'œuvre musicale du Fantôme de l'Opéra, le Fantôme de l'Opéra, la chanson culte du film, des scènes coupées, la galerie photo, bande-annonce et des bonus cachés. Excellent, les bonus cachés, j'aime trop l'idée d'avoir des bonus cachés. Je suis super fier en fait de vous montrer ces petits objets qui font partie du décor de mon quotidien. J'aime les avoir et je vais faire une petite pause pour vous parler d'un petit sujet, d'un gros sujet en vrai. Je suis pas le seul à le penser, les amis aussi, notamment Oscar, qui est d'accord avec moi pour dire que les éditions de DVD c'est vachement dommage parce que on n'a plus de petits livrets. Tout passe par le digital sur le DVD. Alors logique, hein, on a des DVD qui ont plus de place maintenant. C'est la meilleure façon de mater un film, enfin la meilleure qualité. Donc autant mettre les bonus aussi dans le DVD. Mais du coup tout devient immatériel et je trouve ça bête. En façon de DVD, le DVD c'est avoir quand même la possibilité d'avoir quelque chose de physique et il n'y a plus de livret. Et ça pour moi c'est pas possible. Je suis dégoûté de ouvrir un film et de me rendre compte qu'il n'y a pas de livret. Je trouve ça trop dommage. Et j'aimerais que ça reprenne. Après peut-être que c'est aussi une question écologique et ça je sais pas. Là, mon avis, sans savoir, c'est que c'est dommage qu'il n'y ait pas de livret parce que ça fait vivre le film en dehors.